Bonjour, bienvenue à ce module de base sur les notions de base relatives à la structure et au fonctionnement des transistors bipolaires qu'on appelle aussi les BJT. Donc, les transistors bipolaires, les BJT, je pense que c'est important d'avoir un petit peu de contexte historique. Donc, le concept de transistor bipolaire a été découvert, inventé par trois personnes, Bardi, Shockley et Bratton. Donc, c'est le concept de base a été découvert en 1947 et comme ça arrive souvent dans ce genre de choses-là, ça a été développé chez AT&T ou découvert chez AT&T. L'annonce publique s'est faite en 1948 et donc ça a pris quand même pas mal de temps avant que ces dispositifs deviennent une réalité commerciale. Et bien sûr, une structure comme ce que vous voyez ici, qui est le montage expérimental avec lequel les inventeurs ont démontré le fonctionnement d'un transistor, c'est pas, c'est pas un dispositif qui est pratique et faisable et qu'on pourrait déployer dans le champ. Donc, c'est le premier transistor qui a été réalisé comme un montage expérimental vers 1947. Donc, c'est bien sûr pas de ça qu'a l'air un transistor que vous allez utiliser en pratique dans, dans vos montages électroniques ou dans un système aujourd'hui. Aujourd'hui, le transistor a l'air de ça. C'est sa structure. Donc, normalement, un transistor est fabriqué sur une tranche de silicium. La tranche de silicium va avoir une épaisseur normalement inférieure à 1 millimètre. Et dans la fabrication de semi-conducteurs, aujourd'hui, les tranches peuvent être n'importe quoi comme de 10 centimètres de diamètre jusqu'à 30 centimètres de diamètre. Et typiquement, pour des procédés anciens, les tranches vont être plus petites. Donc, imaginez une tranche qui pourrait avoir 15 ou 20 centimètres, où on va venir fabriquer des composants. Et les dés de silicium les plus petits que l'on manipule normalement avec des machines vont faire 1 par 1 millimètre de côté. Et bien sûr, sur une tranche qui a 20 centimètres de diamètre, on peut en avoir un grand nombre. Donc, un transistor discret que vous utilisez au laboratoire, comme par exemple un 2N4000. Donc, un transistor comme ça, il va être fait comme la structure qui vous est montrée ici. Donc, ça va être une suite de zones qui vont être dopées. Et une chose que l'on a appris à contrôler très bien industriellement, en fait, il y a deux choses, le niveau de dopage, l'intensité des dopants qu'on va mettre dans une zone et la profondeur à laquelle ça pénètre. Et comme on a réussi à contrôler assez bien la profondeur de pénétration des dopants, on a pu réussir à faire des structures comme ça en couches successives où on part d'un matériau qui va être dopé N, qui va être le substrat, dans lequel on va venir doper une zone P pour ensuite doper une autre zone N et on va faire ce qu'on appelle une inversion. Donc, le dopage peut être 1, 10, 1000 et je vais y revenir abondamment là-dessus. Mais effectivement, les niveaux de dopage s'en vont en progression croissante d'un dopage léger à un dopage intermédiaire à un dopage plus élevé. Et ça va nous donner les trois structures qu'on va appeler l'émetteur, la base et le collecteur, qui sont les trois électrodes d'un transistor bipolaire. Et dans cette zone ici, imaginez que la zone serait circulaire ou carrée. Donc, si la zone, mettons que ça, c'est une structure qui serait carrée sur la surface de la tranche de silicium, mais on pourrait venir en prendre un tube ici, un tube vertical. Si on venait extraire une carotte, la carotte qu'on viendrait extraire pourrait avoir l'air de ça. Il y a une zone qu'on appelle l'émetteur ici. Il y a la zone qu'on appelle la base,
qui est cette zone en bleu ici, puis il y a le collecteur qui l'enveloppe. Bon, dans les discussions qui vont suivre, on va toujours parler sur cette structure qui est une simplification de cette structure, et comprenez-le comme si j'étais venu prendre une carotte verticale dans cette zone où je vais aller de l'émetteur à la base au collecteur, qui sont mes trois jonctions importantes. Le symbole du transistor, vous le voyez ici, et vous voyez qu'on le représente entre la base et l'émetteur par une diode. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans le cadre des modules de cours précédents, mais pourquoi, une des raisons pourquoi c'est si important les diodes, c'est qu'un transistor, c'est fait avec deux diodes. Il y a une diode PN ici, il y a une autre diode PN ici, et ce transistor, on va l'appeler un NPN. Donc, émetteur, base, collecteur, NPN. Et donc, on a ces deux diodes dos à dos. Et normalement, deux diodes dos à dos dans un montage électronique de base, ça conduirait essentiellement pas parce qu'il y aurait toujours une des deux diodes qui sera en polarisation inverse et tout ce qu'on verrait, c'est le courant de fuite d'une des deux diodes en polarisation inverse. Mais il y a quelque chose de particulièrement intéressant qui va se passer dans cette structure physique, c'est que si les deux jonctions sont amenées à une distance suffisamment courte. Si l'épaisseur de la base est suffisamment petite, soudainement, il y a une opération où il y a un effet assez intéressant et inattendu au départ qui va se passer, c'est qu'effectivement, les deux, on pourrait dire, les deux jonctions vont se parler. Et ça va se passer si l'épaisseur de la base est inférieure à 100 microns. Au-delà de 100 microns, les deux diodes ne se voient pas et essentiellement, ça fait deux diodes dos à dos, ça fait un circuit ouvert et où on voit juste un petit courant de fuite entre les deux jonctions. Mais quand la distance entre les deux jonctions est inférieure à 100 microns, typiquement 1 micron ou moins, là, les deux jonctions vont communiquer de certaine façon. Donc, on a deux jonctions PN, une région d'émetteur qui est fortement dopée, et les rapports de dimension entre l'émetteur et la base sont, en fait, on voit ici que le collecteur enveloppe la base qui enveloppe l'émetteur. Donc, et je vous disais un peu plus tôt que le bit silicium le plus petit qu'on sait faire, ben, il va faire 1 mm². Mais la jonction qui est ici, ou la zone qui est ici, va possiblement faire 10 microns par 10 microns ou 100 microns par 100 microns. Donc, cette zone-là est beaucoup plus petite que le collecteur qui l'enveloppe. Et pour qu'un transistor soit un transistor, ça prend une épaisseur de la base qui est petite, moins que 100 microns, 1 micron par exemple. Donc, une autre vue du même dispositif, on s'élève vers une représentation plus abstraite du même dispositif. Et donc là, on voit notre transistor bipolaire qui est idéalisé avec la jonction émetteur-base, la jonction base-collecteur pour nos trois électrodes, émetteur, base, collecteur. On a des potentiels, les potentiels VBE et VCB, donc VBE et VCB, et le fonctionnement du dispositif va dépendre de la polarisation. On revient tout le temps avec ce concept-là. Un dispositif qui n'est pas correctement polarisé ne fonctionne pas comme on veut. Donc, il faut amener à ce dispositif des tensions appropriées pour le faire fonctionner de la manière que l'on veut, à savoir comme un transistor. Donc, il y a, en fait, on peut considérer 4 modes de fonctionnement, mais il y en a 3 qui sont pratiques. Le quatrième, ben, le transistor il est comme monté à l'envers et a priori ne fonctionne pas. On pourra reparler de ce que ça fait un transistor monté à l'envers. Ça va vous arriver au laboratoire si vous faites des montages expérimentaux, si vous tournez le transistor dans votre main
et que vous venez le brancher dans votre plaquette, ben, vous venez de le monter à l'envers. Est-ce qu'il va partir en fumée? Non, ça va juste faire un mauvais transistor. On en reparlera du pourquoi et du comment. Mais donc, si j'ai les 3 modes, 3 sur 4 modes dont on va parler ici, donc si on a cette jonction PN qui, donc dans le mode dit actif, donc le premier mode qui va nous intéresser, le mode dit actif, où la jonction base-émetteur est polarisée en direct ou une polarisation avant, et cette jonction base-collecteur va être en inverse. Donc, on va polariser en inverse le collecteur et on va polariser en direct cette jonction PN. Donc, ça, c'est le premier mode actif. Le deuxième mode dit de coupure, les deux jonctions seraient polarisées en inverse. Donc, si les deux jonctions sont polarisées en inverse, le transistor ne conduit pas. On va y revenir un petit peu plus tard. On va expliquer le pourquoi et le comment. Je pense que je ne m'attends pas à ce que vous compreniez tout maintenant. Non, on va développer ces concepts-là sur les 30 prochaines slides ou visuels de ce cours. Puis on va y revenir pendant à peu près entre maintenant et jusqu'à la fin du trimestre, pratiquement à tous les cours, en développant et en expliquant des applications, des détails, des subtilités du fonctionnement de ce système. Et il y a un troisième mode qu'on appelle le mode saturé dans le transistor. Donc, dans le mode saturé dans le transistor, les deux jonctions sont polarisées en direct. Donc, si cette jonction est polarisée en direct et cette jonction est polarisée en direct, le transistor va être dans ce qu'on appelle son mode saturé. Donc, c'est ce que je viens de dire est résumé ici. On a un mode actif qui est utilisé pour faire des amplificateurs, des oscillateurs. Les applications normales, linéaires, on se sert du transistor dans le mode actif. Dans le mode dit de coupure, ben, dans le mode de coupure, c'est un mode qui va être utilisé dans les circuits logiques. Et le mode coupure réactif dans les circuits logiques rapides, on va se servir de ce mode-là. Et dans le mode actif inverse, donc effectivement, euh, j'en parlais tantôt, si vous connectez votre transistor à l'envers, c'est encore un transistor, sauf qu'il a un très mauvais gain. Et normalement, la façon dont on dit, ben voyons, ce qui se passe avec mon transistor, il se comporte anormalement, mon montage n'a pas de gain. Ça, c'est représentatif d'un transistor qui aurait été accidentellement monté à l'envers. Normalement, on ne l'utilise pas comme ça, mais la réalité, c'est que tôt ou tard, quelqu'un va faire une erreur en quelque part, et vous, comme ingénieur, ben, il faut savoir reconnaître qu'on est face à un transistor monté à l'envers, parce que souvent, quand on appelle l'ingénieur parce qu'il y a un bug dans le système, et c'est vous qui allez être confronté avec un circuit qui est mal monté, et vous allez probablement le faire vous-même au laboratoire dans la portion expérimentale. Donc, revenons aux différents modes de fonctionnement. Dans le mode actif, vous avez votre jonction PN où la jonction est polarisée en direct. Le courant passe du P vers le N et il y a donc quand on a cette jonction polarisée en direct, vous avez vos charges excédentaires, vos charges dites majoritaires du côté N, qui sont des électrons, qui vont passer du côté P comme un courant d'électrons, et vous avez vos trous qui sont majoritaires dans la base, qui vont passer de l'autre côté, et donc vous allez avoir votre courant de trous qui va aller dans ce sens-là, votre courant d'électrons qui va aller dans ce sens-là, et quelque chose d'intéressant déjà dans ce premier schéma longueur. En fait, on va venir contrôler, on va venir moduler. En fait, on va venir contrôler, on va venir moduler le fonctionnement de ce dispositif en dopant plus fortement l'émetteur que la base. On peut faire en sorte que le courant d'électrons qui va être ici va être plusieurs fois plus grand que le courant de trou.
plusieurs fois comme 100 fois, et c'est en partie de là que va venir le comportement du transistor. Le gain du transistor vient en partie de là. On va y revenir plus tard. Donc, la figure montre un BJT dans sans polarisation collecteur base, et ce qu'on a ici, c'est seulement une diode. En fait, on pourrait dire, si vous êtes perdu sur une île déserte et que vous n'avez que des transistors bipolaires, bien, vous pouvez très bien prendre ce transistor bipolaire et sa jonction base-émetteur, et ça va vous donner une diode. Donc, la jonction émetteur-base est polarisée en direct, et une chose importante qui est illustrée, c'est ce qu'on appelle la zone d'appauvrissement. Cette zone ici, la zone d'appauvrissement, c'est une zone entre la zone N et la zone P qui est essentiellement vidée de ses porteurs. Il ne reste dans cette zone que des ions. En fait, ce qui reste une fois qu'un atome a donné son électron ou que l'électron est passé de l'autre côté dans le trou, ce qui vous reste derrière, ce sont des ions. Et cette paire de couches ioniques que vous avez dans cette zone-là est une zone qui est appauvrie. C'est une zone dans laquelle, nominalement, il y a peu ou pas de charge. Il y a très peu de charge. Il n'y a là que les charges qui sont produites par agitation thermique dans un très court intervalle de temps. Donc, il y a très, très peu de charge dans cette zone-là. Maintenant, dans le mode actif, on va vouloir polariser cette jonction en inverse. Et en polarisant cette jonction en inverse, on va avoir donc nominalement rien d'autre que si je n'ai pas mis de polarisation base-émetteur, je vais avoir rien d'autre ici que le courant de fuite de cette diode. Et vous voyez qu'on vous montre dans ce schéma une zone d'appauvrissement, mais on vous la montre beaucoup plus épaisse que dans la figure précédente. Donc, dans cette figure, on avait une zone d'appauvrissement étroite. Puis dans cette figure, ici, vous avez une zone d'appauvrissement qui est épaisse. Et cette zone, l'épaisseur de la zone d'appauvrissement, en fait, est déterminée par le niveau de dopage. On a dit que le dopage, si le dopage du collecteur est 1, le dopage de la base est 10 et le dopage de l'émetteur est 100. Donc, avec ce rapport dans les différents niveaux de dopage entre les couches, donc vous allez avoir ici une très faible valeur du dopage et une zone de charge d'espace qui est plus épaisse. Et ce qui est important de savoir, c'est que l'épaisseur de cette zone de charge d'espace peut augmenter en fonction de la polarisation inverse que vous mettez sur la jonction. Donc, regardons un peu ce qui est écrit là-dessus. Donc, si on retire la polarisation base-émetteur, donc on a juste cette jonction qui est polarisée en inverse. La zone d'appauvrissement est très large à cause du plus faible niveau de dopage et le courant de diffusion des porteurs majoritaires. Donc, majoritaire, minoritaire, on est majoritaire quand on parle d'un électron dans une zone N. On est majoritaire quand c'est un P, un trou dans une zone P. Donc, le courant de diffusion des porteurs majoritaires est pratiquement nul parce qu'on est en polarisation inverse de cette jonction. Donc, ce schéma reprend avec toutes les mêmes informations, mais en assemblant le tout en même temps. Donc, on voit cette polarisation directe de la jonction base-émetteur, cette polarisation inverse de la jonction collecteur-base, et vous voyez les différents courants. Donc, le courant le courant d'électrons qui est émis, et le mot est juste, il est émis de l'émetteur vers la base, et ce courant de trou qui est émis,
va se séparer en deux constituantes, un courant qui va devenir le courant de base et un courant qui va devenir le courant de collecteur. Et donc, ces électrons majoritaires ici deviennent minoritaires ici. Donc, le courant dans un transistor bipolaire est un courant de porteurs minoritaires. Donc, ces porteurs majoritaires ici qui deviennent minoritaires ici, ceux qui vont se rendre jusqu'au collecteur vont être collectés et vont se retrouver de l'autre côté comme le courant de collecteur. Ça va être le courant utile du transistor. Le courant, la portion qui est la flèche qui vous est montrée ici, c'est que quand vous avez un électron dans une zone P, s'il rencontre un trou, cet électron, il va se recombiner et il va disparaître. Donc, l'électron qui se recombine, en fait, il va participer au courant de base. Donc, c'est la portion utile du courant de base. Donc, le courant de base que vous injectez, et les porteurs qui ont diffusé ici, les électrons qui se recombinent avec des trous, ça va être la portion utile de votre courant de base et les trous, cette flèche-ci, donc qui ne contribue pas au courant de collecteur, vous le voyez ici. Donc j'ai ma jonction polarisée en direct, j'ai mes trous qui sont de ce côté, qui s'en vont de l'autre côté par un courant de dérive, et ces trous qui arrivent de l'autre côté, ben, ça fait partie du courant de base, mais c'est la portion du courant de base qui est un parasite, qui ne sert à rien, c'est comme une inertie, c'est un boulet que vous traînez, ça ne contribue pas à votre courant de collecteur. Donc, plusieurs composantes au courant. Ça, c'est le courant utile qui sort de mon transistor par le collecteur. Ça, c'est la portion utile de votre courant de base qui est induit par votre polarisation directe, et c'est ce qui fait l'appel de courant. Et cette portion-là, qui est le courant de base, c'est la portion qui est l'inertie du dispositif et qui ne contribue pas au courant de base, qui ne contribue pas au courant collecteur, pardon, du dispositif. Et on va y revenir, mais c'est une portion du courant qui réduit le gain du transistor. Donc, si vous voulez un transistor qui a un grand gain, vous avez avantage à minimiser la magnitude de cette composante. Vous ne pouvez pas le faire comme concepteur de circuit. C'est le concepteur de procédé qui va contrôler l'importance relative de ces deux constituantes. Et l'ingénieur de procédé, ce qu'il va faire, c'est qu'il va concevoir un dispositif avec les bons niveaux de dopage dans l'émetteur et la base. Donc, en faisant un émetteur qui est 100 fois plus dopé que, ou 10 fois plus, si vous faites l'émetteur qui est 10 fois plus dopé que la base, ben, la portion relative de ces deux courants va être 10. Et si l'émetteur est 100 fois plus dopé que la base, ben, vous allez avoir 99% du courant qui traverse cette jonction qui va être dans cette constituante du courant. Il y a un point important que je n'ai pas mentionné, que je veux maintenant souligner, c'est la notion de dire dans cette zone, les porteurs qui ont traversé cette jonction métallurgique vont effectivement diffuser. Et le courant dans la base, c'est un courant de porteurs minoritaires qui diffuse de la jonction base-émetteur vers la jonction collecteur-base. Alors que quand ils arrivent dans la zone de charge-espace, ça va être un courant de dérive, un courant induit par un champ électrique. Et en fait, les deux phénomènes physiques qui participent au comportement du transistor, ils n'ont pas du tout la même force. C'est un peu comme quand on parle de la force forte, force faible pour un atome. Les deux propriétés ou les deux forces ne sont pas d'égalité, ne sont pas de même égalité. La diffusion, c'est un processus qui est relativement lent, alors que la dérive, donc le déplacement d'un électron dans un champ, c'est quelque chose qui se fait avec une beaucoup plus grande vitesse. Donc,
regardons le sommaire qui est là. Donc, la jonction émetteur-base est polarisée en direct. La taille des flèches représente l'intensité des différentes composantes. Un grand nombre de porteurs majoritaires de l'émetteur seront injectés dans la base. Puis, un élément important, c'est est-ce que ces porteurs que l'on injecte dans la base participent au courant de transistor ou s'ils ne participent pas au courant de transistor, ce qui nous permet donc de distinguer ces deux composantes, comme je l'ai dit tantôt, c'est ce qui est résumé ici. Donc, on poursuit. Une propriété importante des porteurs qui détermine le fonctionnement d'un transistor, une des propriétés extrêmement importantes, c'est ce qu'on appelle la durée de vie des porteurs minoritaires. Je prends un porteur, je le mets de façon minoritaire dans une zone, mais ce porteur veut se recombiner. Mais il va se recombiner avec un certain temps, il y a un temps de recombinaison. Et si vous retournez à la physique et à la thermodynamique du dispositif, c'est vraiment là qu'il faut aller pour comprendre le comportement physique du dispositif. Donc, le porteur va se recombiner avec une certaine période et le comportement, ça ressemble beaucoup à un RC. Le porteur que vous injectez là va disparaître suivant une loi exponentielle décroissante. Et ce qui fait que le silicium est le matériau de choix pour faire des transistors, c'est qu'il a une des plus longues durées de vie. Ce n'est pas le seul matériau semi-conducteur exploitable, mais le silicium a une durée de vie des porteurs minoritaires qui est très longue. Une milliseconde, tout est relatif, là. Une milliseconde à l'échelle d'un transistor qui veut peut-être fonctionner à l'échelle du gigahertz, donc de la nanoseconde, ben, une milliseconde, c'est très long. Donc, les porteurs vont demeurer là longtemps, ce qui fait que comme ils sont, comme le temps de diffusion et de recombinaison, pardon, est très long, la portion que je vais perdre dans la base peut être relativement petite. L'autre élément, c'est la longueur de diffusion. Euh, donc, un porteur, par diffusion, va avoir tendance donc à la nature ayant peur du vide, si je retourne à mon schéma précédent, si j'en ai plus ici et moins là, ben, ils vont avoir envie de diffuser. Et donc, la propriété qui nous intéresse, c'est la longueur de diffusion. Donc, le corollaire de ce temps de recombinaison, c'est la longueur de diffusion et la longueur de diffusion des porteurs dans la base, elle est de l'ordre de 100 microns. Je disais plutôt que si vous éloignez vos deux jonctions de plus de 100 microns, l'effet transistor va disparaître. Pour avoir l'effet transistor, il faut que la séparation entre les deux jonctions soit inférieure à cette longueur de diffusion. Donc, c'est donc une propriété physique importante dans la conception et dans la structure du transistor. Bien sûr, au quotidien, pour un électronicien qui utilise un transistor bipolaire, on ne parlera pas souvent de la longueur de diffusion. C'est une de ces propriétés physiques qui fait qu'il obtient toutes ces belles propriétés de transistor bipolaire qui nous permet de faire des amplificateurs. Donc, on revient encore toujours avec, là, on rentre dans des détails plus précis qui vont nous permettre de modéliser le dispositif. Et suivant la physique, on va dire que le courant de diffusion, on va l'exprimer comme la concentration des porteurs dans l'émetteur, donc le nombre de porteurs par unité de volume dans l'émetteur, que va multiplier la charge d'un électron, pas de surprise. Hein? Donc, le courant de ces porteurs, le IN, qui est la portion utile qui franchit cette jonction, c'est proportionnel à la concentration des porteurs ici, c'est proportionnel à
la charge d'un électron, c'est aussi proportionnel, c'est déterminé par une constante qu'on va appeler la constante de diffusion. Donc, les physiciens sont très bons pour introduire une constante de proportionnalité à un endroit judicieux, ce qui fait que vos grandeurs physiques qui sont déterminées, comme le courant et le nombre de porteurs, ben, vont se relier et en fait, ça connecte vos unités des différentes grandeurs physiques que sont le courant, le nombre de charges et la charge d'un électron. Puis ensuite, la dernière de cette expression, c'est le gradient de concentration des porteurs. Donc, ce que ça dit, cette expression, c'est que si vous avez un gradient de concentration des porteurs, plus le gradient est grand, plus le courant est grand. Donc, le courant de diffusion que vous allez avoir là, c'est proportionnel au courant de diffusion, au gradient de concentration des porteurs. Donc, en fait, je vais y revenir plus tard, mais ce que je dis souvent d'une façon imagée, ce qui va se passer au collecteur, c'est que vous avez une zone de charge d'espace, et dans cette zone de charge d'espace, il ne peut pas y avoir à long terme d'électrons libres. Dès que les électrons arrivent dans cette zone, ben, le champ, la polarité du champ électrique qui est là, par le jeu de la polarisation inverse de cette jonction, va capter par un phénomène physique de dérive les électrons qui ont atteint cette zone. Et en captant les électrons, ils vont se retrouver propulsés très rapidement dans le collecteur. Et donc là, ils deviennent votre courant de collecteur. Et donc, on va dire que ce processus de collection qui va se passer ici va imposer que la quantité de porteurs libres qu'il y a à la jonction, elle est zéro. Là, on vous montre un courant, ce n'est pas une densité de courant, une densité de charge, parce qu'en réalité, ici, vous avez le gradient de concentration des porteurs. Là, je viens de vous expliquer que si j'ai un collecteur euh, à cette portion-ci, qui se comporte un petit peu comme un aspirateur, vous pourriez imaginer dans une pièce qu'il y a deux portes dans une pièce et que à l'extérieur d'une des deux portes, vous avez fait le vide et de l'autre côté, il y a une atmosphère. Donc, imaginez que ça, c'est une pièce. Imaginez que ça, c'est une porte et que ça, c'est une autre porte. Ici, il y a une atmosphère et vous avez de l'air. Ici, vous avez fait le vide complet et vous avez vos deux portes. Qu'est-ce qui va franchir la via ici? Ben, les molécules d'air vont franchir la fenêtre. Ben, les molécules d'air vont franchir la fenêtre et par diffusion vont être aspirées de l'autre côté par le fait que de ce côté-ci, c'est le vide. Et le modèle que je viens de vous donner, c'est un modèle illustratif. En fait, il est très, très près de la réalité. L'électron se comporte comme une molécule d'air. Ça, c'est un petit peu comme une porte ouverte. Ça, c'est une autre porte ouverte. Et là, vous avez essentiellement à la jonction fait le vide. Et cette jonction va se comporter comme un aspirateur géant à l'échelle microscopique qui va tirer les charges et va vous donner une concentration de porteurs qui est zéro. Mais pour avoir une concentration de porteurs qui est zéro ici, il faut constamment tirer d'autres porteurs. Et donc, si le courant est proportionnel au gradient de la concentration des porteurs, il est là votre courant. Et ça va nous amener à cette expression ici, qui est le même A, le même Q, le même D. Et finalement, ce gradient de concentration des porteurs, c'est le nombre que j'ai ici divisé par un paramètre important qui est la largeur de la base. Et ça, c'est une relation fondamentale du transistor qui va expliquer plusieurs de ses propriétés. Ça peut vous sembler bien abstrait maintenant, mais comme on va le voir, c'est l'argument qu'on va invoquer plus tard pour expliquer plusieurs des propriétés du transistor bipolaire. Donc, c'est très important de comprendre, de savoir l'existence de cette relation-là
au quotidien, quand on fait un circuit électronique, on ne descend pas à ce niveau d'abstraction-là. Là, on est dans un module théorique où on veut expliquer pourquoi le transistor se comporte comme il se comporte et d'où sortent les propriétés électriques du transistor qui sont toutes, a fortiori, logiques quand on comprend la structure du dispositif. Donc, une des choses qu'on a déjà dites, c'est que les électrons dans cette zone sont des porteurs minoritaires et le courant du transistor, le phénomène dominant, c'est une diffusion des porteurs minoritaires émis par l'émetteur qui seront collectés au collecteur. Et vous voyez donc que chacun de ces noms est très porteur. Donc, et en utilisant la physique de l'état solide, on peut donc, à partir de cette relation, développer le comportement des relations qui décrivent le comportement du transistor bipolaire. On poursuit. Donc, la même chose vue sous un autre angle, plus abstrait. Vous avez donc la zone de charge d'espace qui est ici, une première zone de charge d'espace entre l'émetteur et la base, une deuxième zone de charge d'espace entre le collecteur et la base. On vous montre que dans cette zone, c'est une zone où il y a des ions. Et les ions qui sont ici font en sorte d'induire un champ électrique. Et là, ici, on vous montre un courant de diffusion. Et le courant de dérive qui est là-dedans, le phénomène physique de la dérive des porteurs, c'est quelque chose qui se passe possiblement 1 million de fois plus vite, qui est 1 million de fois plus fort que le processus de diffusion. Le courant de diffusion qui est là, c'est ça le courant du transistor. Puis même s'il est beaucoup plus lent que le phénomène de dérive, c'est ça qui est le courant de votre transistor. Mais comme le phénomène physique, donc vous mettez une charge libre dans un champ électrique, elle va traverser la zone de charge d'espace à grande vitesse. Et donc, la charge qui arrive ici se retrouve à toute fin pratique instantanément à l'échelle de temps de la réponse d'un transistor de l'autre côté. Vous pouvez penser en termes de picosecondes. Donc, une charge qui arrive ici va se retrouver de l'autre côté en quelques picosecondes, alors qu'elle peut mettre 1 microseconde à traverser ici. Et comme l'aspirateur est tellement puissant et que ici vous avez le vide, bien, la concentration à ce point-ci est 0. Donc là, vous avez la quantité que vous avez injectée, vous avez 0. Puis entre les deux, bien, le phénomène de diffusion, on va le décrire de façon linéaire. Et pourquoi il est linéaire? On peut revenir à la plage précédente et on peut analyser le transistor par éléments finis. On peut l'analyser par du calcul différentiel et intégral et vous pouvez visualiser la base comme un tuyau et imaginez que je prends des découpes, je coupe le tuyau et je le coupe en tranches très très fines. Par exemple, imaginez que ça c'est 1 micron de long et je vais le découper en éléments infinitésimaux de 1 nanomètre de long. Et vous avez le courant qui traverse une tranche, le courant qui traverse une autre tranche et le courant qui traverse une autre tranche. Bien, là, comme partout, la loi de Kirchhoff des courants s'applique. Donc, si la loi de Kirchhoff des courants s'applique, le courant qui passe là, puis le courant qui passe là, puis le courant qui passe là, nominalement, sont égaux. Donc, si ces courants sont égaux, on ne peut pas éviter d'arriver à la conclusion que, essentiellement, on a une pente qui est constante. C'est pour ça qu'on vous montre que ce gradient de concentration des porteurs, nominalement, la pente est constante et on tire donc une droite entre ce point et ce point. Et la loi de Kirchhoff impose d'un tube de courant à l'autre que cette pente soit uniforme. Et là, vous voyez qu'on vous montre que ça dévie un petit peu. Ben, c'est quoi la déviation qu'on vous montre là? En gros, la déviation qu'on vous montre là, c'est les porteurs que vous perdez en route. Donc,
il n'est pas vrai de dire que j'ai exactement le même courant ici et là si je prends une coupe dans ce tube de courant, parce que j'en ai perdu. J'en ai perdu une certaine quantité qui sont allées à la base et ce courant de recombinaison, c'est ce qui fait que le gradient de concentration des porteurs change un petit peu en cours de route. Et ça, c'est le courant de base, c'est la portion du courant de base qui s'en va vers l'électrode qui est la base. Et l'autre portion du courant de base, elle est ici. Et cette portion-là, c'est une portion inutile. C'est une charge inutile, c'est de la masse, c'est de l'inertie, c'est le courant perdu dans le courant de base, si vous voulez, qui ne contribue pas à votre courant de collecteur et qui vient réduire le gain de ce dispositif. Donc, je poursuis. Et donc, on a plus de détails sur la même chose. On vous montre le niveau de dopage NP0 qui est ici, PN0. Et il y a peut-être une information additionnelle, c'est ce qu'on appelle la largeur effective de la base. Notez que les jonctions, il y a une certaine distance entre cette jonction et cette jonction, et on va parfois parler de jonctions dites métallurgiques. Donc, le point qui est d'OPN, le point qui est d'OPP, ben, il y a une transition entre les deux et le plan d'atome où ça arrive, on peut appeler ça la jonction métallurgique. Mais en perdant les porteurs, ben, les porteurs vont être, il y a certains des porteurs près de la jonction métallurgique, les électrons qui vont aller de l'autre côté, les trous vont aller de l'autre côté, ils vont laisser des ions derrière, et donc dans cette zone de déplétion, ça va m'amener de l'autre côté à une zone qui n'est plus appauvrie. Donc, la zone qui n'est plus appauvrie, on arrive ici, et cette zone ici, qui n'est pas appauvrie, c'est le même argument pour la jonction collecteur-base, et cette zone qui n'est plus appauvrie, bon, vous voyez que la largeur entre l'endroit où il commence à y avoir des porteurs et l'endroit où il n'y en a plus, c'est ce qu'on appelle la largeur effective W de la base. Et pourquoi cette grandeur va vous intéresser? Pourquoi elle va vous préoccuper? C'est parce que quand on va changer la polarisation effective du collecteur, quand la tension VCB va changer, son point d'opération, ben, effectivement, cette zone de charge d'espace va s'épaissir dynamiquement et rapidement. Donc, si cette zone s'épaissit, cette bande est en train de se tasser vers la gauche, et en faisant ça, on est en train de changer la largeur effective de la base. Et en changeant la largeur effective de la base, on est en train de changer, en fait, le gain du transistor. Donc, cette largeur effective de la base, c'est une grandeur qui va réapparaître et qui va déterminer le comportement électrique du transistor. J'ai déjà dit, donc c'est plus de détails. Ici, on le représente comme une droite, le gradient de concentration des porteurs. Ici, on le représente par une courbe. Et la différence entre la droite et la courbe, c'est le courant de recombinaison des porteurs. On poursuit. Et là, on s'en va à l'autre jonction. C'est plus de détails de la même histoire. Donc, la concentration des porteurs est nulle à cette jonction. Et c'est ce qui fait votre gradient de concentration. Et comme la concentration de porteurs est nulle là, bien, les porteurs qui rentrent ici, il faut qu'ils ressortent là. Et comme le courant est constant, là, vous avez une pente uniforme. Donc, c'est plus de mots. C'est une autre façon de dire la même chose que ce que je viens de vous dire. Je vous laisse le lire à tête reposée chez vous. Donc, on revient et on peut résumer ce qu'on vient de dire. Donc, j'ai une jonction base-émetteur polarisée en direct. J'ai une jonction collecteur-base polarisée en inverse. Et en polarisant cette jonction-là en direct, je vais avoir le courant que j'injecte de la base vers l'émetteur et le courant
que j'aspire de l'émetteur vers la base. Et donc, ça, c'est ma jonction polarisée en direct qui fait ça, qui va m'amener à une concentration de porteurs qui vont diffuser vers le collecteur. La portion qui se rend au collecteur va être collectée et aspirée et immédiatement va devenir un courant donc de collecteur. Et ce courant qui entre, qui passe dans les différents tubes de courant, se retrouve au collecteur. La portion qui se recombine, c'est la portion utile du courant de base. Et ce qui sort là, c'est votre courant de collecteur. Je viens de redire la même chose que j'ai dit dans tout le module, mais en résumé et en une minute. Et ça, essentiellement, m'amène à la fin de ce module et je vais repartir de là pour des explications plus détaillées dans le module suivant.